douceur pour vous expliquer qu'on est au démarrage de la quinzaine du climat. Donc, elle a démarré hier. Donc, ici, on vous a mis le QR code. On va le laisser quelques minutes si vous voulez scanner le QR code pour voir les différents événements qui sont préparés sur les campus de l'université. Donc, c'est des événements qui sont co-organisés. Donc, c'est le Green Office. Donc, c'est un événement institutionnel. Donc, c'est le Green Office de l'Université de Liège qui coordonne la quinzaine du climat en lien avec toute une série d'acteurs. Et pourquoi est-ce qu'on a fait une quinzaine du climat à l'Université de Liège? C'est la deuxième édition. Eh bien, c'est pour faire un écho fort. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au COP. Pourquoi? Parce que l'ULiège s'engage clairement dans la transition sociale et environnementale avec toute une série de projets, avec une politique aussi qui se met en place, avec une conseillère à la transition et des personnes qui sont engagées pour aider l'Université de Liège vraiment à s'engager plus fort. On en a encore parlé hier à la conférence, lors du débat hier, à la conférence à Jean Blou, la nécessité que, évidemment, toute la communauté Liège, les chercheurs, mais aussi les enseignants qui transforment leurs cours et les chercheurs qui travaillent de façon multidisciplinaire, mais aussi tous les employés de l'université et les étudiants qui s'engagent à leur niveau en faveur du climat. Et cette année, la deuxième édition de la quinzaine du climat, le slogan, c'est la force du collectif. Parce qu'on sait que les actions individuelles ont de l'importance, parce qu'à travers nos actions, c'est quelque part un vote vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis aussi de nos élus. Avec l'imitation sociale, c'est aussi un changement de culture de la société, ça vient des actions individuelles. Et bien entendu, ce qui est important, évidemment, c'est que ce changement s'amplifie avec les politiques et les entreprises. Et donc, lors de la quinzaine du climat, il y aura toute une série d'événements où on va mettre en lumière les actions individuelles et les actions collectives et en discuter ensemble avec différents ateliers. Vous pouvez le découvrir via le QR code. Donc, c'est une série d'événements le plus souvent en soirée. Ça peut être des conférences, ça peut être des ateliers, ça peut être aussi un petit déjeuner le matin. C'est un film aussi, le lundi 18 au cinéma Le Sauvenière, qui va parler de l'Amazonie. Donc voilà, on vous invite vraiment à scanner le QR code et aller voir ces événements-là. On peut aller à la dia suivante, Sarah. Nous avons 30 participants. Il est 12h20. Donc, je pense qu'on peut commencer. Merci beaucoup à nos deux conférenciers de participer à cette quinzaine avec, je n'en doute pas, des contenus qui vont être très intéressants. Donc, la quinzaine du climat, c'est une occasion aussi de découvrir les chercheurs et les enseignants de l'Université de Liège qui travaillent sur ces thématiques-là et voilà, qui nous partagent leur travail, leur point de vue aussi quand on discute dans les débats. Et donc, merci beaucoup à vous d'être là avec nous en webinaire. Et c'est à vous. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez correctement là l'écran? Oui. Avec le laser qui bouge dessus, c'est bon? Oui. Ah, très bien. Bon, bonjour à tous, madame, messieurs et tous les autres, hein. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'empreinte climatique de l'agriculture et évoquer des pistes de solutions pour réduire cette empreinte. Alors d'abord, donc on s'est présenté tous les deux, c'est déjà fait ça, mais j'avais prévu une slide quand même qui nous présentait avec des belles photos et qui présentait le fait qu'on travaille à la fois sur l'impact du climat, sur tous les processus de croissance des écosystèmes et d'évolution des sols, et aussi comment ces écosystèmes, parce qu'ils échangent avec l'atmosphère, comment ils influencent le climat. Et donc, c'est plutôt dans cette flèche-ci à droite de l'influence des écosystèmes sur le climat que l'on va travailler, enfin, que l'on va exposer aujourd'hui une partie de nos connaissances et de nos recherches.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais préciser un petit peu le terme d'empreinte climatique, parce que dans la presse et même dans ce qui est plus scientifique, dans les publications scientifiques, on entend parler de différentes empreintes. Donc empreinte carbone, ici, empreinte climatique, empreinte écologique. Pour faire le point là-dessus et pour vous préciser où nous, on se trouve par rapport à tous ces termes, d'abord, théoriquement, quand on parle d'empreinte carbone, c'est l'empreinte due aux échanges de CO2. Rappel, le CO2, c'est un gaz à effet de serre, donc GES, et donc il va empêcher la sortie de rayonnement infrarouge vers l'espace. Hein. Notre Terre se refroidit grâce à l'émission de rayonnements infrarouges qui partent dans l'espace. Et ce CO2, c'est un peu une couverture qui empêche ce rayonnement infrarouge de sortir. Et donc, ça provoque le changement climatique, le réchauffement que l'on est en train de subir. Et donc, quand on parle d'empreinte carbone, c'est quand on regarde ce qu'on émet ou des fois, quand on a une empreinte négative, ce qu'on absorbe comme CO2. Alors, quand on parle d'empreinte climatique, c'est un peu plus large, puisque comme gaz à effet de serre, et je vais vous le montrer, il y a 3 gaz principaux à effet de serre qui sont le CO2, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O. Donc, quand on parle d'empreinte climatique, principalement, on parle de l'ensemble de ces gaz à effet de serre, c'est-à-dire les émissions, les absorptions de ces gaz à effet de serre qui vont réchauffer notre climat. Donc, avoir une empreinte climatique importante, ça veut dire qu'on émet beaucoup de CO2 et de méthane et de N2O. Et enfin, l'empreinte écologique, ben là, on est encore plus large que l'empreinte climatique parce qu'on inclut évidemment tous les autres effets de nos actions sur les écosystèmes, c'est-à-dire des effets de pollution, des effets de pollution de plastique, pollution de nappes phréatiques et on peut. Je ne vous entends plus. Non, on a Oui. coupé le micro de Bernard. Bernard a été muté, je pense. Voilà, vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, ok. Donc, je disais que l'empreinte écologique était plus large que l'empreinte climatique. L'empreinte écologique inclut des pollutions, ça peut être des pollutions de plastique, des pollutions des nappes phréatiques. Ça inclut aussi des effets sur la biodiversité, comme on a vu hier dans la conférence. Donc, c'est beaucoup plus large encore que l'empreinte climatique. Et donc, nous, on va parler de l'empreinte climatique, c'est-à-dire de la production et de l'absorption de gaz à effet de serre par les activités agricoles. Donc, savoir un petit peu ce qu'elles sont comme responsables d'émissions et d'absorption de ces gaz à effet de serre. Voilà, alors, donc, on vient de citer les 3 principaux gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'ils n'ont pas le même effet. Si on prend comme référence le CO2, celui qui est évidemment le plus émis par nos activités, et qu'on lui donne un pouvoir de réchauffement global de 1, c'est-à-dire que on va prendre ça comme unité en termes d'effet sur notre climat. Il faut savoir qu'une molécule de méthane aura un effet réchauffant 28 fois plus important qu'une molécule de CO2. Et une molécule de protoxyde d'azote, donc le N2O, aura un effet 273 fois plus important que le CO2. Et ça, c'est sur une durée de 100 ans. Donc,
on a des gaz qui sont pour le méthane et pour le N2O beaucoup plus impactants que le CO2. Heureusement, ils sont émis, on va voir, avec une intensité moins importante, ce qui fait qu'au total, c'est quand même le CO2 qui a un impact, quand on regarde les quantités émises, c'est quand même le CO2 qui a un impact le plus grand, mais c'est à cause de la quantité. Quand on regarde individuellement, évidemment, une molécule, si on compare les molécules, ben voilà comment on doit faire. Et du coup, pour estimer un total, si on somme les effets du CO2, du méthane et du N2O, on ne peut pas sommer les molécules comme ça individuellement. Pour faire une somme, on doit transférer le bilan en N2O, les émissions en N2O, on doit les transférer en équivalent CO2. Ben ici, si vous voulez, si vous regardez en équivalent CO2 sur 100 ans, ben vous devrez multiplier par 273 les quantités de N2O émises pour avoir l'effet équivalent en CO2 sur l'effet réchauffant équivalent. Donc voilà pour le N2O, et pour le méthane, on fait la même chose, on multiplie par 27,9 et on a les équivalents CO2 sur une période de 100 ans. Donc ça nous permet, ces équivalents CO2, ça nous permet de sommer les trois gaz avec à chaque fois leur impact qui est pondéré, qui sont pondérés pour avoir une somme réaliste. Et donc, avant de plonger dans l'agriculture, voilà un petit peu notre empreinte climatique pour la Wallonie en 2022. C'est ce petit point rouge qui est ici. Donc là, j'ai une série temporelle depuis 1990 jusqu'à 2022. Et j'ai une valeur en tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Alors, au total, oui, je vais peut-être d'abord dire au total, pour la Wallonie, c'est 31 millions de tonnes d'équivalent CO2 qui sont émises. Donc, en sommant les trois gaz, c'est 30% de ce qu'émet la Belgique et c'est 0,06% de ce qu'émet le monde. Évidemment, on n'est pas grand-chose. Mais si on regarde par habitant, si on divise ces quantités par le nombre d'habitants, ben, on se classe. Alors, regardez un petit peu le classement. Vous avez les évolutions, mais si on regarde en 2022, en bleu ici, on a les États-Unis qui sont évidemment bien au-dessus de tout le monde et ça risque pas de diminuer à mon avis. La Chine qui augmente, puisque l'activité économique en Chine augmente de plus en plus depuis 20 ans, ça augmente très fort et ils arrivent ici en seconde position. Vous avez la moyenne de l'Europe et nous, on est assez proche de la moyenne européenne. Et puis, vous avez encore des pays comme l'Inde ici qui sont plus bas en émissions par habitant, évidemment. Attention que ceci, quand vous regardez par exemple les émissions de la Chine, il y a une partie de ces émissions qui pourrait être imputée aux habitants wallons, ceux qui achètent évidemment des produits qui sont créés et qui engendrent de la production de gaz à effet de serre en Chine et puis qui sont transférés en Wallonie. S'il y a des produits que nous utilisons en Wallonie et qui sont fabriqués en Chine, ben, tout le gaz à effet de serre lié à cette fabrication se situe en Chine. Donc parfois, ces chiffres peuvent être un peu trompeurs. Alors, voilà, maintenant, petite question sur l'agriculture, maintenant que j'ai situé pour la Wallonie où on en était. À votre avis, et vous pouvez donner votre avis avec le QR code. Quelle est la part de l'agriculture dans l'empreinte climatique de Wallonie? Alors, est-ce que c'est 4, 14, 24 ou 31%? Je vous laisse répondre. Normalement, si vous flashez le QR code, vous avez accès à notre système pour répondre. Et je vais regarder tout de suite si ça fonctionne de mon côté. Oui, j'ai des réponses. Oh, qu'est-ce que je fais, moi?
Voilà. Je vous laisse encore quelques secondes si vous voulez répondre. Et donc, je vous affiche les résultats. Je crois que si je fais passer ça, vous allez voir les résultats. Vous voyez les résultats là, non? Oui, on voit les résultats. OK. Et donc, il y a presque une majorité pour 24%. Vous êtes un peu pessimiste vis-à-vis de l'agriculture. La bonne réponse, c'est 14. Ça va? Donc, je vois que vous accordez à l'agriculture un peu plus d'émissions que ce qu'elle fait en réalité. Bon, c'est 14. Pour vous situer un peu, c'est 14%. En fait, c'est le troisième poste d'émission pour ce qui concerne la Wallonie. Le premier, c'est l'industrie, à 32% des émissions. Donc, c'est toujours les émissions cumulées de tous les gaz à effet de serre. 32% pour l'industrie, 22% pour le transport et 14% pour l'agriculture, qui est à égalité avec le résidentiel, c'est l'habitat, chauffage, etc. Faut savoir que quand on parle ici, peut-être que je n'ai pas assez précisé ma question, mais quand on parle d'agriculture, c'est tout ce qui se passe dans l'exploitation agricole. Ces 14%, ils ne tiennent pas compte, par exemple, de de tout ce qu'il y a en aval, je veux dire la conservation des aliments dans les magasins, le remballage, le transport jusque chez le consommateur et toutes ces choses-là. Donc ici, ces 14%, c'est bien tout ce qui concerne l'exploitation agricole. Maintenant, si on regarde la moyenne dans le monde, on avait une estimation qui était à 16% pour l'agriculture. Donc, vous voyez que nos 14% wallons sont assez proches de la moyenne mondiale. Et quand on ajoute toute la chaîne agroalimentaire que je viens de vous citer, on monte à 26%. Donc, il y a une partie, évidemment, de l'industrie et du transport ici qui viennent s'ajouter à ce qu'on a envers agriculture, et on a à ce moment-là une valeur qui augmente. Et pour le monde, j'ai trouvé le chiffre, j'ai pas le chiffre pour la Wallonie, mais pour l'ensemble du monde, on monte alors à 26% de nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Alors, la question, c'est de combien doit-on réduire l'empreinte climatique de façon générale et en particulier pour l'agriculture? On sait que notre objectif, je ne vais pas dire à long terme, le plus rapidement possible, c'est d'arriver à la neutralité climatique. Et donc, pour le moment, on a une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui nous fait qu'on a une empreinte climatique qui est ici au niveau vert et qu'on doit arriver au zéro que je vais matérialiser par le trait bleu. Et donc, vous avez déjà sûrement entendu, il y a des possibilités grâce à l'amélioration des gestions des forêts, des zones humides, en reforestant, il y a des possibilités de réduire notre empreinte, mais il a été montré que par rapport à cette empreinte que nous avons pour le moment, on pourra seulement réduire d'un quart grâce à ces actions sur les forêts et les zones humides. Donc, il reste trois quarts de nos émissions qu'il va falloir supprimer. Alors, les trois quarts, pour bien faire, c'est chaque secteur qui doit diminuer rapidement de trois quarts son empreinte climatique, donc, y compris l'industrie, donc y compris l'agriculture, pardon. Donc, on a cette obligation pour tous les postes de diminuer de minimum trois quarts ces émissions. Alors, quelles sont-elles pour l'agriculture? Vous avez les trois gaz ici et vous pouvez constater que, alors c'est des valeurs pour la France, mais c'est assez proche pour la Wallonie. Vous pouvez constater que l'empreinte climatique de l'agriculture, elle est principalement due au méthane et au protoxyde d'azote. Ce sont vraiment les deux gaz qui vont créer cette empreinte climatique. C'est les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Et le CO2, lui, a une petite partie. Nous allons, dans la suite de l'exposé, séparer l'exposé
pour vous montrer quelles sont les sources de méthane et quelles sont les solutions pour réduire ces sources de méthane. On va parler ensuite de la même chose pour le protoxyde d'azote. Et puis, on parlera du CO2, où là, il y a en plus la possibilité d'absorber du CO2. Donc, il n'y a pas que des émissions pour le CO2, c'est ce que j'ai mis ici. Il y a la possibilité d'absorber. Donc, on vous montrera comment réduire nos émissions de CO2. Ça, c'est des propositions pour réduire nos émissions et aussi pour augmenter l'absorption de CO2, ce qui contribuerait évidemment à réduire notre empreinte climatique. Donc, je vais commencer par le méthane en vous montrant un petit peu quelles sont les sources de méthane en agriculture. Donc, la première, c'est la gestion des déchets organiques humides, que ce soit le lisier ou le fumier. Vous avez dans cette matière organique énormément de micro-organismes. Tous ces micro-organismes sont dans des milieux assez pauvres en oxygène et donc quand on a des micro-organismes avec de la matière organique et très peu d'oxygène, la respiration de ces micro-organismes va produire du méthane. Donc ça, c'est une source importante de méthane. C'est tout le lisier et le fumier qui sont présents et qu'on doit gérer. La deuxième source, c'est la digestion. Elle vient de la digestion des ruminants. Donc, vous savez, tous les ruminants ici, j'ai une vache, mais ça peut être d'autres ruminants, les ovins, par exemple. Ils mangent, évidemment, de la nourriture qui contient des sucres. Ces sucres vont être transformés en glucides et en acides gras par fermentation à l'intérieur de leur système digestif, et cette fermentation va produire du méthane. Alors, le méthane, il va sortir par où? J'ai fait une petite flèche par l'arrière parce que c'est plutôt vers l'avant que va sortir le méthane, d'accord? Je crois que c'est 90% du méthane est émis par les rots des vaches et pas tellement par les pets de vaches. Voilà. D'ailleurs, à Gembloux, alors pas dans notre équipe, mais à Gembloux et aussi à la faculté, aussi au centre de recherche agronomique, il y a des expériences où on place sur les vaches, sur la bouche des vaches, des capteurs qui permettent d'essayer d'estimer les émissions de méthane par la bouche. J'ai d'ailleurs jamais vu qui plaçait des capteurs au cul des vaches, hein? Je ne crois pas, non. Donc, c'est bien par l'avant que c'est émis. Donc, ça, c'est la deuxième source de méthane. Et aussi, oui, alors, ça fait partie un petit peu de ce que je disais, le lisier, le fumier. Les excréments de ces ruminants vont aussi émettre du méthane. C'est le même raisonnement que pour le lisier et le fumier. Alors, pour vous montrer un petit peu les émissions de méthane de ces ruminants, là, j'ai repris des valeurs qui ont été publiées en 2018 ici. Et vous voyez, alors, c'est le nombre de kilos de CO2 équivalent émis pour la production de 100 grammes de protéines. Ça va, on se réfère à la quantité de protéines émises. Et donc, vous avez ici du bœuf qui va être élevé pour la viande, et vous avez une valeur moyenne, c'est le petit point noir ici, une valeur moyenne de 50 kg de CO2 équivalent pour 100 grammes de protéines de bœuf, de steak de bœuf en fait, hein. Et quand vous regardez les valeurs, vous avez que pour les mêmes 100 grammes de protéines qui viennent du mouton ou de l'agneau, on aura une émission de moins de 25 kg de CO2 équivalent. Et puis, quand c'est 100 grammes de protéines plutôt en termes de lait, hein, puisqu'ici c'est les ruminants qui produisent du lait, ici, vous avez pour 100 grammes de protéines qui se trouvent dans le lait, encore un tout petit peu moins
d'émissions de CO2 équivalent. Et alors, faites attention, ici, vous avez une ligne rouge qui vous montre qu'il y a un changement d'échelle. On passe à une autre échelle. Si je prends, par exemple, les ports, ben, vous avez des émissions en CO2 équivalent qui sont entre 5 et 10 kilos de CO2 équivalent. C'est encore moins. Donc, vous avez le bœuf, là, vous avez vu la viande de bœuf, la viande d'agneau, la viande de porc. Et puis, évidemment, si vous êtes plutôt dans les protéines végétales, c'est pour vous donner une ordre de grandeur, ben, on est évidemment à beaucoup moins. Hein. On est ici pour le tofu, vous avez les pois, vous avez les noix et ainsi de suite. Vous voyez qu'on est à des valeurs qui sont plus de 10 fois plus petites que celles de la viande de bœuf. Et pour vous donner aussi une idée, là, là c'était pour des kilos de lait produits par an, les émissions de méthane qu'on a, qui sont recalculées en équivalent CO2, ben on voit que pour le lait, on a pour la brebis 4,1, pour la chèvre 2 et pour la vache 1,6 kg de CO2 équivalent. Pour vous donner un peu une idée des différents produits et de leur impact. Donc, vous voyez que quand même, la viande a un impact beaucoup plus important que nos protéines végétales. Alors, le troisième point, j'ai mis une grosse croix dessus, je vous dis pourquoi tout de suite. Le troisième élément qui produit du méthane dans l'agriculture, ce sont les rizières. J'ai mis une grosse croix parce que en Wallonie, on n'a pas de rizières, enfin pas que je sache. Et donc, ça ne concerne pas trop les émissions de méthane pour la Wallonie. Maintenant, quand vous mangez du riz, bah, s'il est produit ailleurs, en Italie, en Chine, il faut savoir que vous avez quand même derrière une production de méthane qui est non négligeable. Alors, quelles sont la répartition un petit peu de ces sources. Moi, j'ai pris les valeurs en France parce que je n'ai pas trouvé en Wallonie, mais quelles sont la répartition? Alors, en France, vous avez les deux principales sources qui sont, comme on a dit, la gestion, le lisier et le fumier, et d'un autre côté, la digestion des ruminants. C'est les deux que je viens de vous citer avec les rizières. Et vous voyez que la proportion en France, c'est 70 et 30, bon, elle date un petit peu, mais ça doit être toujours plus ou moins d'actualité. Donc, principalement, digestion des ruminants comme source de méthane. Alors, les possibilités de réduire les sources, alors on parle de sources entériques quand c'est dû à la rumination. Une des premières possibilités, c'est d'adapter le bol alimentaire de ces ruminants et, par exemple, d'introduire des compléments qui sont riches en lipides, à base de lin, par exemple. Il y a eu des études qui ont été faites en introduisant 5%, ici vous avez des pourcentages d'introduction dans le bol alimentaire, et de lin, mais sous différentes formes, des graines entières, des graines extrudées sous forme d'huile. Voilà, c'était encore... Ah oui, non, c'est ici les graines extrudées. Ah oui, 5%, 10%, les graines extrudées, 15%. Et là, c'est des lipides sous forme de graines entières. Ouais. Et donc, vous avez ici la réduction du méthane des ruminants qui est liée à cette action, à cette introduction, cette modification du régime alimentaire. Et vous pouvez constater que parfois, on peut avoir des impacts très, très, très importants en changeant légèrement ce bol alimentaire. Alors, évidemment, on peut aussi sélectionner les variétés de ruminants qu'on élève pour que ce soit des variétés qui émettent le moins possible de ruminants. C'est une autre possibilité. Et puis aussi, c'est de réduire le nombre de ruminants. Alors là, je vous ai mis aussi, vous voyez qu'on part de 1983. C'est le cheptel de bovins, et ça c'est pour la France toujours. On était à 23 500 en 1983,
Et le dernier chiffre que j'ai récolté, c'était 17 327 en 2021. Donc voilà, on est bien sur une diminution de ce cheptel, ce qui est évidemment une cause de réduction des émissions de méthane. Et on peut voir ici la situation en 2021. Je vous disais 17 327, c'était pour la France. La France, c'est un des pays, c'est le pays en Europe où il y a le plus de bovins, et on voit que la Belgique quand même se trouve bien classée, hein. Si on regarde pour un petit pays ici, on est quand même bien classé par rapport à tous les autres au niveau européen. Donc il y a quand même aussi un challenge de réduire ce nombre de têtes dans le cheptel. Alors c'est des bovins, des ovins et des caprins. Les trois, évidemment, doivent aller vers une réduction du cheptel. Ici, pour vous montrer qu'on a quand même une population qui tend à réduire sa proportion de viande dans son bol alimentaire. Vous voyez ici, le total, la ligne ici, c'est les kilos d'équivalent de poids en carcasse par habitant et par an. Donc, on revient à des kilos de carcasse, hein, pas de viande vraiment, mais de carcasse. Et on voit qu'au total, on a une diminution entre 2005 et ça ne va que jusqu'à 2016. Mais vous voyez que déjà, on avait une diminution à ce moment-là. Et on voit que la principale source ici, c'est la viande porcine. Ça, c'est finalement, quand on voit les différentes viandes que je vous ai énoncées tout à l'heure, c'est quand même celle qui avait un impact moindre. Et puis, il y a la volaille aussi. Je n'ai pas souligné ça dans les valeurs tout à l'heure, mais la volaille a aussi un impact méthane qui est quand même relativement bas. Alors, la deuxième élément, c'est la gestion du lisier et du fumier. Alors, il y a une partie qui va retourner comme engrais, et ça j'en parlerai tout à l'heure, comme engrais sur les terrains agricoles. Et puis, une autre solution qui émane petit à petit, c'est de le récupérer pour faire de la biométhanisation avec des biométhanisateurs ici, hein, qui sont en fait des lieux où on récolte le méthane et où l'on va utiliser ce méthane comme gaz, comme source d'énergie. Donc, on va le brûler et on va produire comme ça de l'énergie, chaleur et électricité. Et du coup, ça va transformer. Alors, on a d'un côté la production d'énergie et de la production de CO2. Donc, ce qui est intéressant, c'est deux choses. On remplace, puisque quand on brûle une molécule de méthane, on va produire une molécule de CO2 qui est 28 fois moins impactante au niveau climat. Et deuxième chose, toute l'électricité qui sera ainsi produite en utilisant ces biométhanisateurs, c'est de l'électricité ou de la chaleur qui ne doit pas être produite avec une source d'énergie fossile. Et donc là, on a une suppression pour le moment en France, vous voyez qu'on arrive à réduire la production d'électricité de 0,6% et la production de gaz de 1,6%. Ce n'est pas encore énorme, mais ça va en croissant. Au télétravail. Je sais pas comment tu dis travail ou télétravail. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Oui, je télétravaille. Quelqu'un qui télétravaille. Voilà. Merci. Et donc, le dernier point, donc la formation du digestat, même après biométhanisation, on peut le récupérer pour se servir en engrais au champ. Alors, je vais passer au deuxième gaz qui est le protoxyde d'azote, le N2O. Ce qui est produit en agriculture, c'est 50% des émissions humaines. Hein, c'est quand même un gros poste d'émissions pour le N2O, l'agriculture. Et pour vous montrer d'où ça vient, vous savez que ça vient, c'est lié à l'azote, hein, vous voyez.
il y a un N dans la formule, on a des apports d'azote qui se font dans les sols. Alors l'azote, il peut rentrer dans les sols sous forme d'engrais minéraux, d'engrais organiques, de fixation par les légumineuses, que ce soit les pois, les lentilles, les choses comme ça, vont fixer, eux, l'azote qui est dans l'atmosphère. Il y a aussi des dépôts atmosphériques directement sur les sols. Donc tout ça, ce vont être des entrées d'azote dans, alors je les représente ici, l'engrais, la fixation naturelle que je viens de dire par les légumineuses, et tout ce qui est produit organique, donc par les animaux ou des détritus organiques de la végétation, ou voilà ce qui vient évidemment des stations d'épuration. Tout ça, c'est des dépôts organiques dans le sol, et les engrais, ici, c'est plutôt des engrais minéraux. Tout ça va introduire de l'azote dans le sol qui va être transformé. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais voilà, c'est sous forme d'ammoniac, et puis on passe petit à petit avec le cycle de l'azote du sol sous forme de nitrate. Et ces nitrates, ben, il y a une compétition pour qu'ils soient utilisés par les plantes. Les plantes en ont besoin évidemment de cet azote pour leur croissance. Donc, elles vont prélever dans le sol des nitrates et de l'ammoniac pour pouvoir croître et fabriquer des molécules importantes comme les acides aminés, des choses comme ça qui sont nécessaires à leur croissance. Mais il y a une compétition, c'est-à-dire que soit ces nitrates ils peuvent être prélevés par les plantes, soit ils peuvent être lessivés avec les écoulements d'eau, soit ils peuvent être dénitrifiés. Et donc, à ce moment-là, lors de la dénitrification qui se fait aussi par des micro-organismes, on a de la production de N2O. Donc, une partie de l'azote qu'on injecte dans le sol va se retrouver sous forme de N2O. Quelle partie? Regardez, c'est approximativement pour le moment 1,8% de ce qu'on met en entrée. Donc, je viens d'expliquer tous les exports, donc le prélèvement par les plantes, la volatilisation, entre autres sous forme de N2O. Et il faut savoir que tout ce qui va ruisseler et être lessivé dans les eaux souterraines sous forme de nitrate peut encore être transformé en N2O par l'action des micro-organismes qui se trouvent dans les eaux. Donc, il n'y a pas seulement sur la parcelle que le N2O va être émis, il y a aussi dans les eaux de ruissellement et de lixivation qu'on va retrouver des micro-organismes capables de produire du N2O. Donc tout ça, ça va représenter 1,8% de ce qu'on injecte comme azote dans les sols. Alors, petite publicité pour ce qu'on fait nous. Nous, entre autres, on mesure ces émissions de N2O sur les champs. Donc, vous voyez, on a des systèmes de mesure comme ça qui sont sur des cultures et on mesure les émissions de N2O. On mesure aussi le CO2 et le méthane. Mais ici, c'est pour vous dire qu'on contribue à estimer la part de l'azote qui repart dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. Et ça, c'est des mesures que nous avons réalisées. Qu'est-ce qu'on peut constater? Quels sont les moyens de réduire les émissions de N2O? En regardant nos mesures, on voit que ici, le N, c'est le moment où le fermier a fertilisé son champ avec un engrais, donc apport d'azote dans le sol. Et chaque point représente une émission, ce sont les émissions de N2O, et chaque point représente un jour, les gros points noirs que vous voyez. Et vous voyez qu'on a des grosses émissions qui sont présentes, et la période au moment où il va semer, là, c'est beaucoup plus tard, c'est à la fin de ce pic d'émission. Donc, on a ici une perte d'azote. L'azote part dans l'atmosphère sous forme de N2O et donc sous forme de gaz à effet de serre, alors que il est inutile en fait dans le sol puisque le semis se fait beaucoup plus tard. La possibilité pour les plantes et pour les graines de capter l'azote du sol, il faut que la graine évidemment soit dans le sol pour ça.
Et donc, c'est seulement à partir d'ici que peut se faire la captation de l'azote du sol par la plante, par la graine. Et donc, on a eu des pertes inutiles, je vais dire, pendant toute cette période. On voit qu'on a d'autres pics qui sont ici aussi. En fait, chaque fois que le sol est assez humide, les micro-organismes qui vont générer du N2O vont être actifs. Et vous pouvez voir en dessous, on a les bâtons noirs, ce sont des bâtons qui représentent les quantités de précipitations. Par exemple, ici, vous avez un événement de pluie très important. Ben, vous allez avoir une émission pendant plusieurs jours, une émission de N2O qui est liée à l'azote qui reste dans le sol et on a un sol très humide. Donc voilà comment réduire le N2O venant de la fertilisation. Ben, vous voyez qu'en choisissant bien les moments où on va fertiliser, il doit avoir moyen de réduire ces émissions parce que vous pouvez constater que ces pics, ils sont quand même la principale source. Voilà, c'est toute une saison de végétation. À part lors de ces pics, au moment un peu après la fertilisation et au moment où il y a beaucoup d'eau, on retrouve assez peu d'émissions. Donc, si on peut éviter un des pics comme celui-ci qui ne sert à rien, enfin, l'azote dans le sol là, ne sert à rien, bah, on aura quand même gagné pas mal d'émissions, réduit pas mal les émissions en N2O sur toute l'année. Et puis, évidemment, c'est de réduire les quantités de fertilisants, principalement fertilisants minéraux azotés. On voit qu'on a très fort augmenté ça et c'était une chose qui était assez évidente auparavant, c'était d'augmenter les quantités d'azote pour pouvoir augmenter le rendement. C'est ce qui était demandé à l'agriculture. On est passé de 0,2 téragrammes d'azote par an en 1900 à 11,2 téragrammes d'azote par an en 2000 pour l'Union européenne. On voyait une énorme augmentation. Maintenant, ça c'était jusqu'en 2000. Je vous montre un petit peu ce qui se passe depuis. On voit, c'est pour la Wallonie, mais on voit quand même que la consommation d'engrais tend à diminuer. Donc on a des choses qui sont de plus en plus raisonnées et on va vers quelque chose où l'efficacité est de plus en plus forte puisque les rendements sont restés toujours les mêmes. Donc, on arrive à réduire nos quantités d'azote. Alors, vous voyez ici, on est passé de 240, l'azote total 240 kilos par hectare d'azote en 1995 à environ 180, un peu plus de 180 en 2020. Donc, on est sur la bonne voie. Il y a eu un début de réduction. Alors voilà pour le méthane et l'azote. On va passer maintenant au CO2 et donc je passe la parole à mon collègue qui va faire le CO2. Oui, et donc je vais prendre le PC. Voilà, donc le CO2, mon collègue l'a présenté en début d'exposé, joue un rôle apparemment moins important en agriculture puisqu'il y avait, je pense, 14% qui était consacré au CO2, donc il pesait moins que le méthane et le protoxyde d'azote. Mais en réalité, il a un autre aspect qui a été évoqué, qui est le fait qu'il est possible d'avoir pas seulement des émissions, mais aussi des puits de CO2, de carbone dans l'écosystème agricole, et que du coup, ça ouvre des possibilités supplémentaires que je vais essayer de vous présenter maintenant. Dans un premier temps, je vais évoquer les puits et les sources, et puis après, les moyens d'action possibles pour essayer, a priori, d'augmenter les puits ou de diminuer les sources pour améliorer le bilan gaz à effet de serre de l'agriculture. Je pense que si on demande au grand public quelles sont les puits et sources principales de CO2, en tout cas les sources principales de CO2 ou de carbone en agriculture, je pense que la première chose qui vous viendra à l'esprit, c'est le fuel, l'énergie. Donc c'est simplement l'utilisation de fuel, par exemple, pour faire fonctionner les engins agricoles. C'est chauffer les bâtiments, c'est aérer les productions, c'est refroidir les productions avant qu'elles repartent plus loin dans la chaîne de traitement. Et donc tout ça consomme a priori, de l'énergie sous forme souvent de carburant fossile. La deuxième, pardon, c'est autre chose. Oui.
Donc la deuxième, si on vous pose la question, l'autre processus principal qui implique le CO2 en agriculture, on peut imaginer que vous allez citer la photosynthèse. Donc c'est ce phénomène que tout le monde connaît, ce processus par lequel les plantes, grâce à leur contenu en chlorophylle et en présence de lumière et d'eau, peuvent absorber du dioxyde de carbone CO2 pour pouvoir produire des glucides qui va servir à leur croissance. Donc ce phénomène est bien connu, il constitue un puits de CO2 vers l'intérieur de l'écosystème agricole. La photosynthèse va avec la respiration, parce qu'une fois que ces glucides sont à disposition dans la plante, ils peuvent être aussi brûlés pour créer de l'énergie, exactement comme dans le cas de la respiration humaine. Et dans ce cas-là, c'est une source de CO2 vers l'atmosphère. Il y a une autre composante des écosystèmes agricoles qui va respirer, c'est le sol, parce que là, vous avez des micro-organismes qui sont en action, et vous avez un processus par lequel ils vont dégrader la matière organique qui est présente dans le sol pour restituer les éléments minéraux, comme le carbone ou l'azote, par exemple. Et ce processus est appelé la minéralisation. Donc, il constitue également une source de CO2 vers l'atmosphère. Donc, cette photosynthèse et cette respiration sont actifs en même temps. Et en fonction des conditions météo, par exemple, ou de l'état de la végétation, c'est soit la photosynthèse qui l'emporte, soit la respiration qui l'emporte, de sorte que l'écosystème peut être soit un puits de CO2, soit une source de CO2. Il y a d'autres flux de carbone à ce moment-là. Le CO2, c'est sous forme gazeuse, dans ce cas-ci, et toujours. Et il y a une autre source de carbone dans ce système qui peut rentrer. On parle parfois de flux latéraux. C'est des imports de carbone sous forme liquide ou sous forme solide et des exports. Les imports de carbone, ben, c'est quand vous amenez du fumier au champ, fumier, lisier, boue d'épuration, écume de sucrerie, etc. Tous les imports de carbone organique pour essayer de fertiliser votre parcelle constituent des entrées de carbone dans le système. D'un autre côté, il y a évidemment des exports. C'est le principe de la récolte, et c'est l'objectif de l'agriculture, c'est produire, avoir des productions agricoles, c'est exporter du carbone, soit sous forme de carbone qui était souterrain dans les tubercules, soit sous forme de parties biomasse aérienne qu'on exporte pour pouvoir exploiter. Alors il faut noter que cet export de carbone, dans notre cas et dans la suite de l'exposé, je vais le considérer comme une source instantanée. Dès qu'il quitte notre système, on va considérer que ce carbone est respiré vers l'atmosphère, parce qu'en fait, à l'échelle de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, toute cette nourriture sera consommée et donc va retourner sous forme de CO2 vers l'atmosphère. Il y a quelques exceptions quand il y a des productions agricoles non alimentaires où vous pouvez avoir du contenu en carbone qui est exporté de votre parcelle et qui va être stocké de manière un petit peu plus pérenne. Par exemple, du chanvre dont les fibres vont pouvoir être utilisées dans des matériaux de construction, du lin dont une partie pourrait être utilisée pour le textile, par exemple, où là, vous avez stocké de manière un peu plus pérenne. Mais de manière générale, ce carbone est, à terme, dans un délai assez court, immédiatement rendu vers l'atmosphère dans un délai raisonnablement court, et donc on va simplifier les choses en considérant qu'il est directement émis. Donc là, vous avez l'ensemble des sources et des puits de CO2 ou de carbone en agriculture. Je vais illustrer de la même manière que mon collègue l'a fait, parce que là, on est vraiment dans notre cœur de métier. Je vais illustrer la façon dont on peut évaluer, faire le bilan de l'ensemble de ces flux rentrants et sortants de CO2 ou de carbone dans l'écosystème. Donc, ce sont des recherches qu'on mène. Vous avez déjà eu un exemple plus haut. En réalité, nous travaillons notamment sur des stations de mesure qui sont situées sur des terres agricoles ou forestières. Et c'est vraiment sur des terres de production. Donc, ce ne sont pas des champs d'essai, des champs expérimentaux liés à la faculté. Ce sont vraiment chez des agriculteurs. En l'occurrence, la photo en haut à gauche est un site de mesure qui est à Lonzé, à quelques kilomètres d'ici. Donc, sur une terre de grande culture. Et nous sommes venus installer un dispositif où nous observons les conséquences du fonctionnement de l'agriculteur, mais nous n'influons pas sur sa conduite agronomique. Et donc, ces stations sont appelées des stations de tour à flux. Elles ont pour but de mesurer les échanges de CO2 gazeux, photosynthèse et respiration, mais aussi tous les flux rentrants et sortants sous forme de carbone liquide ou solide. Pour pouvoir, donc nous mesurons ces flux et nous devons évidemment, pour comprendre l'évolution temporelle de ces flux, on doit absolument suivre les variables directrices des flux et donc il s'agit des conditions météorologiques. Donc nous avons une espèce de super station météo et il faut suivre de très près l'évolution de la culture, la phénologie de la culture, le contenu en carbone au sein des différents organes. Donc ces mesures sont partiellement automatisées pour tout ce qui est aspect météo et aspect flux
et font l'objet de campagnes de mesures ponctuelles, comme sur la photo du milieu, pour l'aspect biomasse aérienne ou souterraine. En réalité, ce type de station de tour à flux fait partie d'un réseau qui s'appelle ICOS, qui veut dire Système intégré d'observation du carbone en français. Donc, je vous invite à cliquer plus tard sur le lien qui est présent et vous aurez plein d'informations par rapport à ce réseau de mesures. C'est un réseau de mesures européen. La répartition des sites de mesure en Belgique est proposée à gauche et nous participons personnellement à 3 de ces stations, celle de Lonzé que je viens d'évoquer, une autre à Dorine dans le Condro sur une exploitation de blanc-bleu belge, sur une prairie pâturée par du blanc-bleu belge, et une 3e à Vielsalm sur un écosystème forestier. À l'échelle européenne, tous les points verts que vous voyez sur la carte de droite sont des stations de tour à flux réparties un peu partout en Europe. Il y en a presque une centaine. Il y a aussi des composantes liées aux mesures dans l'atmosphère et dans l'océan, mais qui sont moins utiles dans l'exposé ici. Un exemple de résultat que je peux présenter par rapport à la station de Lonzé, c'est un bilan carbone. C'est un petit peu plus complexe à expliquer, je vais essayer d'être assez explicite. Vous avez sur le graphique de droite l'évolution du contenu en carbone dans le système que j'ai délimité, donc il comprend la parcelle agricole, y compris le sol. Et vous avez sur l'échelle horizontale le temps, et en fait il s'agit de 4 années qui sont présentées. 4 années parce que c'est la durée d'une rotation. Donc l'agriculteur, en général, plante des betteraves, l'année suivante il plante du blé d'hiver, et puis des pommes de terre, et puis il revient avec du blé d'hiver, et ça constitue sa rotation de base, on va dire. Donc on a étudié un cycle de 4 ans qui constitue une rotation. Et vous voyez, sur l'axe des Y, vous avez ce qu'on appelle la production nette du biome. En réalité, c'est l'évolution du stock de carbone à l'intérieur de cet écosystème, à l'intérieur de cette parcelle agricole, que ce soit en partie aérienne ou en partie souterraine. Alors, il y a une convention de signe, mais je vais vous aider à l'interpréter. On a commencé les mesures au printemps, avant le semis de la betterave. Et donc là, on est dans une situation où le sol est complètement nu. Donc il ne peut pas y avoir de photosynthèse, il n'y a que de la respiration. S'il y a de la respiration, ça veut dire qu'il y a du CO2 qui s'échappe de notre système. Et donc vous avez un déstockage de CO2 progressif jusqu'à ce que la betterave se développe suffisamment et commence à photosynthétiser de manière significative. Et là, c'est la photosynthèse qui l'emporte et l'écosystème va plutôt constituer un puits de carbone. Donc vous avez à ce moment-là une accumulation de carbone au sein de l'écosystème jusqu'à ce que la betterave arrive au point de la récolte. Donc là, on va arracher les betteraves. Et j'avais expliqué que la production, du coup, le carbone contenu dans les betteraves, qu'on va exporter hors de la parcelle, on va considérer qu'il est immédiatement restitué vers l'atmosphère. Ce n'est qu'une question de jours, de semaines ou de mois, il le sera de toute façon. Donc on va considérer qu'il est restitué vers l'atmosphère de manière instantanée. C'est pour ça que vous avez tout d'un coup un déstockage très important et instantané de carbone vers l'atmosphère. Et donc, si on regarde le bilan d'une saison de betterave, on a vu qu'on est resté à peu près à l'équilibre. On est parti de ce contenu-là en carbone et on est arrivé à un contenu en carbone qui est à peu près équivalent dans notre écosystème. Ensuite, une fois que les betteraves ont été récoltées, on va avoir un semis d'un blé d'hiver. En hiver, le temps que le blé se développe suffisamment, et de toute façon, les conditions de météo ne sont pas très favorables, donc il n'y a pas beaucoup de photosynthèse, peu ou pas de photosynthèse, et donc vous avez essentiellement de la respiration, et de nouveau, vous avez un écosystème qui va déstocker du carbone. Jusqu'au moment où on arrive au printemps, et donc le blé est suffisamment développé, les conditions météorologiques sont favorables, et vous avez la photosynthèse qui reprend, jusqu'à le moment où le blé va commencer à jaunir, à sécher, et puis vous avez la récolte du blé avec de nouveau un export. On peut refaire le bilan après la deuxième culture de la rotation, et on se rend compte qu'on a un bilan qui est à peu près à l'équilibre. On peut continuer de la même manière avec la culture de pommes de terre et puis avec la culture de blé d'hiver qui suit. Et au bout de la rotation, on voit qu'on n'est pas tout à fait à l'équilibre. On arrive au constat que l'écosystème a déstocké du carbone. Donc l'écosystème a perdu du carbone. Et comme à cette échelle temporelle-là de 4 ans, le réservoir principal, c'est le sol, on peut conclure que le sol de cette parcelle agricole a perdu du carbone. On peut le quantifier, on l'a chiffré à 82 grammes de carbone par mètre carré et par an. Donc ce sol agricole a perdu du carbone, en tout cas sur cette parcelle spécifique-là. Donc c'est représenté ici d'une autre façon. Vous avez l'évolution, c'est plus facile à comprendre, vous avez l'évolution du stock de carbone en tonnes par hectare au cours du temps.
c'est un schéma, hein, ce ne sont pas des vraies données. Et vous avez ici une tendance à la baisse, c'est la courbe en gris, on va ignorer pour le moment la courbe en vert. Vous avez une tendance à la baisse du stock de carbone dans le sol. Il s'agit bien de carbone organique dans le sol, et apparemment ce sol s'appauvrit en carbone organique. C'est en fait ce qui se passe dans toutes les régions de la carte de Belgique ici, toutes les régions qui sont proposées en orange. Cette carte est une estimation de l'évolution du stock de carbone, de la concentration de carbone pour être plus précis, dans les sols en Belgique. Pardon. Elle a été établie sur 50 ans, entre 1960 et 2006. C'est un travail qui a été effectué et publié par un collègue de la faculté, Jeroen Meersmans. Donc les parties en orange montrent qu'il y a une diminution de la concentration en carbone dans ces sols qui se situe entre 15 et 30%. Et en fait, c'est un constat accepté dans cette zone de Belgique avec des sols limoneux et dans des régions de grande culture intensive. On constate que les sols agricoles ont tendance à perdre du carbone. C'est un problème parce qu'on est arrivé à un stade où le contenu en carbone de ces sols est en dessous de 10 ou approche 10 grammes de carbone par kilogramme de sol, et c'est un seuil qui est considéré comme dangereux pour les sols en termes de santé des sols, parce qu'un sol qui est pauvre en carbone organique va devenir moins fertile, va être plus sujet à l'érosion, va avoir une moins grande biodiversité, et donc il y a des effets très néfastes dus à cette perte en carbone. Donc la question se pose, maintenant, une fois qu'on a fait le bilan des sources et des puits et de la situation des sols agricoles, on le dit, comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de CO2 en agriculture, voire augmenter les puits, améliorer le bilan gaz à effet de serre des écosystèmes agricoles? Alors la première chose qu'on avait évoquée, c'était le fait de l'utilisation du fuel pour des besoins énergétiques dans une exploitation. Alors là, évidemment, il y a des choses à faire qui sont assez intuitivement évidentes. On peut essayer d'optimiser l'utilisation des machines agricoles. On peut optimiser le chauffage dans l'exploitation, par exemple. On peut se tourner vers des énergies alternatives plutôt que des carburants fossiles. Mais ça, j'ai résumé ça en disant c'est comme tout le monde. En fait, dans tous les secteurs de la société, on touche ici au problème de transition énergétique et de décarbonation de nos modes de fonctionnement. Et donc, c'est le même effort qu'on doit faire dans tous les autres secteurs. Et donc, ce n'est pas spécifique à l'agronomie. Et donc, c'est très important, mais je ne vais pas continuer ici à développer cet aspect-là. Ce sont des aspects réduction des émissions qui ne sont pas tellement spécifiques à l'agriculture. Et donc, si on reste sur l'agriculture, on a constaté qu'il y avait cette diminution du carbone organique dans les sols agricoles wallons sous grande culture. Et donc, on est à la recherche de pratiques, de changements de pratiques qui vont permettre de contrer cette diminution, soit de l'atténuer, soit mieux d'augmenter le stock, et c'est la courbe qui est représentée en vert ici. Vous voyez l'échelle temporelle, ce sont des évolutions qui ne sont pas très rapides. Ça se passe sur des années, voire des dizaines d'années. Donc si on change une pratique, on va avoir une augmentation potentiellement du stock de carbone, mais ça va être assez lent. Et on constate aussi que la dynamique n'est pas uniforme. On a une augmentation, un stockage de carbone qui peut être très rapide au début, et puis qui va finir par plafonner. On n'a pas continué la courbe, mais normalement, on va arriver vers une situation d'équilibre. Alors, vous avez augmenté votre stock, mais si vous voulez continuer à l'augmenter, il faudra appliquer une autre pratique pour avoir encore un stockage additionnel. Pour essayer maintenant très concrètement d'identifier les pratiques qui permettent d'avoir la courbe verte, nous avons décidé de nous reposer sur une étude relativement récente, mais qui a trait à la France. Donc, elle est intéressante parce qu'elle est proche de nous. Ce sont des contextes. Ce n'est pas tout à fait le même climat, ce ne sont pas tout à fait les mêmes sols, mais point de vue pédoclimatique, c'est quand même plus proche de nous que d'aller chercher des situations beaucoup plus exotiques. Et l'avantage, c'est qu'ils ont fait un très gros effort pour chiffrer, identifier chacune de ces pratiques et essayer de chiffrer leur impact sur des sols qui ne sont pas si éloignés des nôtres. Et donc, toute la suite de mes slides va reposer, donc les valeurs chiffrées que je vais proposer, va reposer sur cette étude. Elle a été effectuée par l'Institut national de recherche agronomique en France. Donc, comment réduire les émissions de CO2 ou de carbone en agriculture? Les émissions, j'avais sur le petit schéma rappelé que c'était la respiration et les exports de carbone hors du système. Alors, on peut tenter de limiter ces émissions. Limiter la respiration, c'est en fait quelque chose de difficile parce que la respiration, elle dépend énormément de propriétés du sol comme sa constitution physique. Est-ce que c'est un sol riche en argile, riche en sable, riche en limon? Et donc ça, c'est quelque chose de difficile à changer, évidemment.
Ça dépend aussi de ses propriétés chimiques, comme le pH. On peut l'adapter légèrement en amendant les sols, mais ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Et donc, c'est une option qu'on va a priori pas considérer. C'est trop compliqué. La deuxième solution, c'est de réduire les récoltes. Puisqu'on exporte tellement de carbone, on peut essayer d'en exporter un peu moins. Mais ça, c'est un peu contre-intuitif, je dirais même jusqu'à dire schizophrénique. L'agriculture, sa fonction, c'est de produire des denrées alimentaires ou non alimentaires. Et si on en laisse plus sur le champ, ben c'est moins de matériaux vivants qu'on va pouvoir exploiter en sortie de l'exploitation, et ce n'est pas l'objectif. Et donc, a priori, ce ne sont pas des options qu'on va considérer ici. Elles ont été écartées par l'étude que je vous ai proposée. Donc, il ne reste plus qu'une solution, c'est d'augmenter les puits de carbone vers l'écosystème. Alors, ou bien les puits de gaz, donc par l'intermédiaire de la photosynthèse, ou bien augmenter les imports de carbone sous forme liquide ou solide. Et ici, je vais vous proposer 5 pratiques qui ont été identifiées par l'étude, avec à chaque fois un chiffre. Ce chiffre, c'est la quantité de CO2 équivalent par hectare et par an. 2 remarques, c'est des CO2 équivalents, donc comme mon collègue l'a proposé, c'est en fait un bilan qui n'est pas que carbone, mais qui implique aussi typiquement le N2O, éventuellement le méthane aussi. Et donc, c'est vraiment un bilan complet de l'ensemble des gaz à effet de serre. Et la deuxième remarque, c'est qu'il est normalisé par rapport à la surface. On l'exprime par hectare. Et donc, il faut faire attention qu'une pratique qui a l'air d'avoir un potentiel de stockage très important par hectare, peut-être elle n'est pas applicable sur des grandes surfaces à l'échelle d'un pays comme la France. Et du coup, son potentiel final va être limité. Et ça, c'est quelque chose, la notion de surface, je vais la faire intervenir après dans les slides qui vont suivre. Donc, pour le moment, c'est vraiment normalisé par unité de surface. Donc, les 2 premières pratiques, je vais les regrouper, en fait, c'est l'agroforesterie et l'implantation de haies. Je vais les regrouper parce que ça part du même principe. La seule différence entre les deux, c'est que l'agroforesterie, c'est mettre des ligneux, mettre des arbres, des arbustes au sein d'une parcelle, tandis que les haies, c'est mettre des arbres entre les parcelles pour délimiter les parcelles. Mais sinon, ça part du même principe. Et l'idée de l'agroforesterie comme une augmentation du puits de carbone dans les écosystèmes, c'est le fait que quand vous mettez des arbres, d'abord, ils ont une période active qui est plus grande que la culture, puisque la culture est récoltée à un moment donné. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est une végétation qui est pérenne, qui reste, on ne va pas récolter chaque année. Et donc, les arbres ont l'opportunité de développer des réseaux racinaires plus denses, plus profonds. Et la photosynthèse, quand elle est active, va en fait aboutir à l'injection, d'abord au stockage de carbone dans de la biomasse aérienne, dans le bois, pour le dire bêtement. Et ce bois peut être utilisé, soit c'est un stock qui reste là pendant plusieurs années, et c'est un stock relativement pérenne, soit c'est du bois énergie, vous l'exploitez à terme, mais alors vous pouvez en faire un combustible pour remplacer la combustion de carburants fossiles. Et donc vous avez un impact positif sur le bilan gaz à effet de serre. Et l'autre facteur par lequel ces 2 pratiques vont permettre de stocker du carbone, c'est dans les sols. Et c'est parce que le carbone absorbé par photosynthèse va se retrouver dans les sols par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les exudats racinaires. Et ces racines, si elles sont relativement profondes, peuvent même injecter le carbone plus en profondeur qu'une culture. Et alors, on aura un stockage de carbone qui sera un petit peu plus permanent dans le temps. C'est comme ça que l'agroforesterie peut arriver à un bilan qui est estimé ici par unité de surface et en France à moins 4,6 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Et pour ce qui est des haies, on est à moins 1,2 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Une troisième modification de pratique qui est possible pour avoir un stockage additionnel de carbone dans le sol, c'est l'utilisation de ce qu'ils appellent des nouvelles ressources organiques. Donc, c'est augmenter les imports de carbone vers le système, vers la parcelle. On pense naturellement au fumier, mais en fait, le fumier n'est pas compris dans cette estimation parce que les effluents d'élevage en France, apparemment, tout ce qui est produit par l'élevage en termes d'effluents retourne au champ. Donc, il n'y a pas de réservoir disponible là. On est à saturation quelque part. On utilise déjà toutes les ressources. Et le but ici, c'est d'avoir un stockage additionnel de carbone. Donc, il faut aller chercher de nouvelles ressources pour les importer sur le champ. Et en fait, ils identifient des déchets verts et accessoirement des déchets alimentaires. Et ils estiment le potentiel d'utilisation de ces nouvelles ressources organiques pour les mettre sur les champs, pour faire un apport de carbone sur les champs. Ils les estiment à 0,7 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an.
ça nécessite des modifications des filières, de récolte de ces déchets. Donc, ce n'est pas évident, mais c'est le potentiel qu'ils ont estimé réaliste pour l'ensemble de la France. Une quatrième modification de pratique qui est susceptible d'être vertueuse, c'est l'inclusion de prairies temporaires dans la rotation. L'idée, c'est que je vous ai présenté une rotation classique avec betteraves, blé d'hiver et pommes de terre. On pourrait imaginer que l'agriculteur va, pendant 1 an, 2 ans, insérer une prairie temporaire sur sa culture. L'avantage de la prairie temporaire, de nouveau, un petit peu comme pour l'agroforesterie, pour faire un similaire, un parallèle, c'est le fait que si on la laisse suffisamment longtemps, ben, les racines vont pouvoir, d'abord l'herbe est active plus longtemps sur l'année, les racines vont pouvoir se développer et ça va permettre une injection de carbone dans les couches plus profondes du sol. Et à ce titre-là, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Les prairies, les sols des prairies contiennent plus de carbone organique que les sols des cultures. Et donc, a priori, si on passe d'une culture vers une prairie, on va augmenter le stock de carbone. Même si c'est de manière temporaire, c'est bénéfique. Et ils estiment ce gain à 0,6 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Et une cinquième et dernière pratique que je voudrais introduire, c'est les cultures intermédiaires. Le principe, c'est que quand vous avez récolté, par exemple, du blé d'hiver, vous faites votre récolte fin juillet, début août, disons, et la culture suivante, vous allez la semer, par exemple des betteraves, vous allez la semer seulement au printemps, disons au mois d'avril. Et donc là, vous avez plusieurs mois, donc l'automne, l'hiver, une partie du printemps, plusieurs mois où le sol est soit nu, soit vous mettez ce qu'on appelle une culture intermédiaire. Il y a plusieurs possibilités. On peut mettre, par exemple, de la moutarde, de la facélie, de la vesse, du pois, etc. Il y a une batterie de solutions possibles. L'avantage, c'est que le sol est couvert pendant l'hiver. C'est quelque chose qui se fait en fait de plus en plus. Il y a même des règles qui imposent aux agriculteurs de mettre des couvertures végétales pendant l'hiver. Si vous vous promenez dans les champs, je crois que voilà, quelqu'un qui est un peu âgé a dû se rendre compte de l'évolution. En hiver, les terres sont de plus en plus vertes, si je peux m'exprimer comme ça, parce qu'on utilise de plus en plus de cultures intermédiaires. Mais apparemment, il existe encore un potentiel d'amélioration, mettre encore plus de cultures intermédiaires. Et le stock qui est proposé ici, le flux, donc la captation qui est proposée ici est de 0,4 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Donc voilà 5 pratiques existantes, hein, techniquement on sait comment faire, et qui permettraient un stockage additionnel sur les systèmes de culture. Ce tableau résume, il est un petit peu austère, mais je peux l'introduire, il résume de manière quantifiée l'impact de ces différentes pratiques. Vous avez ici les pratiques qui sont listées par catégorie, en grande culture et prairie temporaire, en prairie permanente, en vignoble. La première colonne donne le stockage additionnel par hectare. Donc en fait, c'est le même chiffre que ce que j'ai cité avant. Il ne se ressemble pas, mais c'est parce qu'on a changé d'unité. On est passé de CO2 équivalent vers du carbone. Donc là, il y a là une petite conversion à faire. Je vous l'épargne. Vous pouvez regarder les chiffres en relatif. Ça marche aussi. Et vous pouvez vous rendre compte de quelles sont les pratiques qui stockent le plus. Et c'est les mêmes pratiques, par exemple, l'agroforesterie stocke le plus. C'est les mêmes pratiques que j'ai citées juste avant et dans le même ordre. Par contre, dans la colonne suivante, on va tenir compte de ce qu'ils appellent l'assiette. Ce sont les surfaces disponibles pour essayer d'augmenter l'utilisation de ces pratiques à l'échelle de la France. Donc, vous avez là des millions d'hectares pour chacune des pratiques. Et donc, le vrai chiffre qui nous intéresse, c'est le produit des deux, bien sûr. C'est quel est le stockage, le potentiel de stockage réel par l'application de ces pratiques sur l'ensemble de la France. Là, c'est exprimé en mégatonnes de carbone par an. Et le classement va changer puisque ça tient compte non seulement du potentiel par unité de surface, mais aussi de la surface disponible. Et le top 3 que vous allez retrouver, ce sont en fait en premier les cultures intermédiaires, en deuxième l'agroforesterie et en troisième position les prairies temporaires. Si vous regardez ce sont 3 pratiques qui sont applicables en grande culture et pas en prairie. Et donc ça traduit bien le fait que quand on somme toute la partie liée aux grandes cultures, on arrive à un total qui représente 86% du potentiel de stockage par des implémentations de nouvelles pratiques. Donc, ça veut dire que l'essentiel du potentiel se trouve en fait en grande culture. La raison est en fait que les sols de grande culture, comme je l'ai expliqué, sont assez pauvres en carbone à cause du management des décennies précédentes, tandis que les sols de prairie sont plus riches en carbone et donc c'est plus difficile d'augmenter un stock qui est déjà élevé que d'essayer d'augmenter un stock qui est faible.
Et c'est ça l'explication principale du fait que le potentiel principal se trouve en grande culture. Le total sur l'ensemble de la France de stockage par des nouvelles pratiques est de 5,78 mégatonnes de carbone par an. J'imagine que ça ne vous parle pas beaucoup parce que vous n'avez pas de référentiel pour voir si c'est beaucoup ou pour voir si c'est peu. Et le mieux, c'est de comparer aux émissions nationales françaises. Ça représente 6,8% des émissions nationales et ça représente 41% des émissions du secteur agricole. Alors ces chiffres, il faut les relativiser. Je voudrais faire deux remarques. Bon, 6,8% des émissions nationales, ce n'est pas du tout négligeable. 41% des émissions agricoles, c'est considérable pour améliorer le bilan du secteur. Mais il faut aussi réaliser qu'ici, c'est un potentiel théorique, c'est un potentiel maximum. Les scientifiques ont essayé d'expliquer, ont essayé de chiffrer. Si on appliquait cette technique partout où c'est possible et maintenant, à quoi on arriverait comme bilan? En pratique, on sait très bien qu'il y a une série de freins, un frein économique évident que je n'ai pas évoqué ici, des freins parfois plus psychologiques qui font que pour atteindre ce potentiel maximal, ce sera très peu probablement le cas. Et donc, on ne pourra appliquer qu'une fraction de ces 6,8% de compensation des émissions nationales. Pour terminer, je voudrais évoquer les risques parce qu'il y en a, ils ne sont pas négligeables, spécialement quand il s'agit du CO2. Certains de ces points sont aussi valables pour le N2O et pour le méthane, mais je pense qu'ils sont surtout importants pour le CO2. On les résume parfois par l'acronyme Quality en anglais. Désolé, ça vient de l'anglais, mais le QU, c'est pour Quantification. C'est très bien de vouloir appliquer une pratique pour stocker du carbone, encore faut-il pouvoir le prouver. Et dans ce que je vous ai présenté ici, je vous ai asséné des chiffres, ils viennent d'une étude, ça vient une partie de mesure, une partie de modélisation. Et donc, ça reste quand même très difficile de prédire sur une parcelle donnée, dans un contexte pédoclimatique donné. C'est quand même difficile de prévoir de combien on va pouvoir stocker de carbone en changeant une pratique. Pour bien faire être capable de le mesurer, mais ce n'est pas quelque chose de simple à des coûts assez raisonnables. Et donc, pour pouvoir appliquer ces pratiques à grande échelle, il faut être capable de les mesurer pour pouvoir récompenser ceux qui ont appliqué les pratiques. Le deuxième point, c'est l'additionnalité. L'additionnalité, c'est le fait qu'il faut faire quelque chose en plus. Si vous êtes sur un écosystème qui est déjà en train d'augmenter son stock de carbone pour des raisons qui ne sont pas dues à vous, qui sont dues, par exemple, à l'évolution du climat, les températures seraient plus favorables, la concentration en CO2 a augmenté, les dépôts azotés atmosphériques ont augmenté, des choses comme ça. Vous ne pouvez pas être récompensé parce que votre écosystème est en train de stocker du carbone. Vous devez être récompensé si vous avez appliqué une nouvelle technique qui va augmenter le stock par rapport à son évolution naturelle. Le troisième point est super important, c'est le fait qu'il faut, pour bien faire, un stockage à long terme. Si vous appliquez une nouvelle pratique pendant 5 ans et que vous permettez d'améliorer votre contenu en carbone organique de votre sol, vous êtes récompensé pour ça financièrement et puis vous arrêtez d'appliquer cette pratique, le carbone va retourner vers l'atmosphère assez rapidement. Et donc, il y a une question de réversibilité. Parfois, c'est réversible parce qu'on a arrêté l'action positive, et parfois, c'est simplement réversible parce qu'il y a un événement climatique extrême, une sécheresse, par exemple, qui a annulé tous vos efforts. Et donc, il faut être cohérent. Le but est vraiment de stocker sur des périodes relativement longues du carbone pour essayer de combattre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et pour ça, il faut garantir un stockage qui soit un minimum pérenne. Le quatrième point, c'est la durabilité. On s'est concentré ici tout au long de l'exposé sur des aspects d'atténuation du changement climatique, mais nous sommes évidemment tout à fait conscients qu'il y a plein d'autres impacts environnementaux qu'on espère positifs. On parle parfois des co-bénéfices. Si vous augmentez votre carbone organique dans votre sol, a priori, il y aura beaucoup de co-bénéfices parce que vous allez améliorer la fertilité de votre sol, vous allez améliorer la qualité des eaux, vous allez le rendre plus résistant à l'érosion. Et donc, a priori, ces pratiques ont l'avantage de présenter très souvent des co-bénéfices environnementaux. Il faut évidemment pointer des bénéfices sociétaux. Je pense notamment aux acteurs de terrain, puisque les agriculteurs, on sait c'est un métier qui est sous pression, hein, ils sont en train de défiler actuellement à Bruxelles. Et donc, on ne peut pas leur demander, si on leur demande des efforts supplémentaires, il faut pouvoir leur garantir aussi de pouvoir exercer leur métier dans des bonnes conditions. Et donc, c'est un des impacts sociétaux auxquels on doit faire extrêmement attention, sinon de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et un dernier point que je peux évoquer, un peu plus subtil, c'est le risque de fuite. C'est par exemple
Si on applique une pratique à l'échelle d'une région, par exemple, on va décider que dans une région, on va mettre plus de fumier sur les champs. Si c'est pour en mettre moins sur la région d'à côté, parce qu'il faut bien se procurer le fumier quelque part, quand on élargit spatialement le système, on n'a en fait pas de gain net. Et donc, il faut faire attention aux fausses bonnes solutions où on accroît localement le contenu en carbone, alors qu'en fait, globalement, il n'y a pas d'amélioration. Donc, il y a une série de risques et c'est normal. On est en train de jouer avec des systèmes vivants. Et donc, c'est plus compliqué, plus risqué d'essayer d'améliorer nos pratiques agricoles de ce point de vue-là, point de vue CO2 par exemple, que de limiter les émissions de méthane du bétail. Si vous trouvez un moyen pour réduire l'émission de méthane du bétail, c'est gagné. Il n'y a pas de risque que ce méthane revienne dans l'atmosphère. C'est vraiment du méthane que vous avez réussi à sauver. En CO2, c'est assez différent. Voilà, donc j'arrive aux conclusions de l'exposé. Il est assez évident, avec tous les chiffres qu'on vous a proposés, qu'il existe des vallons d'action qui sont disponibles dans les systèmes agricoles. Il y a moyen de faire mieux. Au niveau des fermes, on n'a pas trop parlé de la filière en amont et en aval des fermes, on parle vraiment de l'exploitation agricole. Et ces volants d'action sont présents sur les 3 gaz à effet de serre. On a identifié des pratiques vertueuses qui permettraient d'améliorer le bilan en gaz à effet de serre. Maintenant, il faut rester raisonnable. Vous avez vu les chiffres. Avec un potentiel maximal sur la France, on n'arrive qu'à compenser 6,8% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et donc, ça reste relativement faible. Et donc, ce ne sont pas des actions sur les systèmes agricoles et sur les systèmes vivants de manière générale qui vont nous dispenser de réduire nos émissions de carbone fossile. On sait comment faire pour les émissions de carbone fossile. On n'y arrive pas, mais on connaît les règles. Il faut plus de sobriété et il faut des avancées technologiques. Donc ça, c'est un très très vaste débat dans lequel je ne vais pas rentrer ici, mais il est clair qu'il faut agir dans tous les secteurs pour essayer d'améliorer nos bilans. Mais le secteur agricole n'est pas le secteur prioritaire par rapport au problème du changement climatique. Et on termine toujours avec ce message-là, parce que sinon on pourrait se tromper de cible. Voilà. Merci. Merci à vous, merci pour votre attention. Je vais repasser la main, je suppose, à Cécile. Oui, Pour la merci question des beaucoup. questions-réponses. Alors, je suis avec Sarah. On a quelques minutes. Donc, tout d'abord, merci à tous les deux pour cette présentation qui était très claire. Et j'imagine qu'il y a des questions. Donc, on vous propose un échange de 10 minutes. Si vous avez des questions. Il y a notamment une question dans le chat de Sarah Smet, si vous voulez la dire oralement. Oui, je peux peut-être... Oui, bonjour. Pardon. Oui, en fait, j'ai vu un petit article de vulgarisation il y a quelques semaines sur le calcul des émissions de méthane de la part des ruminants. Comme quoi, donc il y a les méthodes de calcul. Par contre, je ne me souviens plus des 2 méthodes, mais en fonction des méthodes, on était à des résultats évidemment totalement différents. Et donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si vous aviez vu cette étude passer et quelle méthode de calcul considérez-vous, parce que j'ai cru comprendre que c'est plutôt une méthode où les émissions sont non négligeables. Oui, c'est difficile de répondre sans avoir les références. Oui, désolé. Évidemment, mais ce que je peux dire, c'est que la méthode de calcul habituelle pour chiffrer les émissions de méthane du bétail, c'est travailler dans ce qu'on appelle des chambres métaboliques. C'est assez simple. Vous avez une enceinte fermée dans laquelle vous mettez une vache. Elle va ruminer, pour autant que vous ne perturbiez pas trop son fonctionnement. Elle est un petit peu perturbée, donc il faut la laisser dans des conditions les plus raisonnables possibles. Mais elle va malgré tout ruminer, donc elle va émettre du méthane dans la chambre, et vous mesurez la concentration de méthane à la sortie, à l'entrée de la chambre, et par différence, vous pouvez estimer le flux qu'elle a émis. Donc ça, c'est typiquement la méthode de référence, et comme ça, on établit des facteurs d'émission de méthane par unité de bétail, par poids de bétail, en fonction des races. On peut essayer d'affiner la mesure, et ce sont en général ces facteurs d'émission-là qui sont utilisés pour estimer les émissions de méthane du bétail. On peut aller vers des méthodes plus spécifiques que nous en avons appliquées aussi, mais voilà, je pense que pour répondre à la question, c'est la méthode de référence. Il y a peut-être dans l'Assemblée, j'avais vu Jérôme Bindel, s'il veut ajouter quelque chose. Il n'est plus là. Mais donc, comme je ne sais pas de quelle étude tu parles, c'est un petit peu difficile de réagir. Je pense qu'il est, en tout cas à l'échelle de la vache elle-même, il est difficile de contester le fait qu'elle émet des quantités importantes de méthane.
Et donc, je ne parviens pas à imaginer comment on peut arriver à un bilan nul en méthane pour une vache. Ça inclut sans doute d'autres parties de la filière, en amont, en aval, je ne sais pas, c'est difficile. Peut-être qu'ils tiennent en compte une compensation par le CO2 que la pâture va absorber, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer sans avoir le document devant moi. Ok, merci. Mais je pense que pour les chiffres qui ont été cités, dans le contexte où ils ont été cités, je pense que ce ne sont pas des chiffres qui sont contestés. Très bien, merci. On a une autre question dans le chat de Jean-François Nivard. Oui, concernant l'évolution de la consommation de viande, quelle est l'influence des importations? Les importations sont-elles négligeables proportionnellement à nos productions locales? Si tu veux réagir avec ton graphique ou... Bon, j'ai pas j'ai pas les valeurs concernant spécifiquement l'importation de viande. Nous avons Bernard Botson qui est en ligne, et donc il peut sans doute nous aider. La Belgique est un pays où la consommation de viande diminue progressivement. Bernard, il faudra mettre ton micro. Et c'est aussi un pays qui importe et qui exporte. Il y a des flux dans les deux sens. Mais de manière générale, à ma connaissance, la Belgique est un exportateur de viande bovine. Mais il y a des flux dans les deux sens, en import et en export. Mais Bernard pourra sans doute étoffer la réponse. C'est à peu près équivalent pour les bovins. Par contre, on a des importations importantes au niveau des volailles, et notamment des importations qui viennent déjà d'Amérique du Sud, du Brésil notamment, et surtout pour tout ce qui est la partie des plats préparés notamment. Et donc, à ce niveau-là, il y a des importations assez importantes au niveau des volailles. Je peux dire qu'au niveau des ruminants, la diminution du nombre de ruminants en Belgique est quand même très importante. Celle des porcs également. Par contre, on a une augmentation de la viande de volaille. Au niveau des œufs, il y a aussi beaucoup d'importations. Voilà, je crois que donc il y a une diminution de la consommation de viande bovine, en tout cas en Belgique. Je crois que le Belge continue à manger. Pardon? De viande bovine et porc, ça diminue, les volailles, ça augmente. Ouais, c'est ça. Maintenant, je pense que le Belge... Pardon. Il y a des importations, mais elles diminuent à ce niveau-là. Voilà. Je pense que le Belge continue à manger, bon, les chiffres, ça date peut-être d'il y a quelques années, mais c'était quelque chose comme 800 grammes de viande rouge, dans lequel ils incluent le porc, en fait. Hein. Bœuf et porc par semaine. 800 grammes par semaine. C'est moins maintenant. C'est moins, ça a dû diminuer, ça c'est un chiffre qui date de quelques années, donc ça doit être un peu moins maintenant. Ça continue à diminuer, sauf pour les volailles où ça augmente. Oui. Merci Bernard. Merci. La question suivante pour Mathieu Delandemeter. Oui, bonjour, Mathieu Delandemeter de Jean Blou. Je voulais rebondir sur la question de Sarah Smet qui m'adressait également. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est pas que les émissions des ruminants sont nulles, mais c'est que le pouvoir réchauffant de ces émissions des ruminants sont nulles en fonction de la méthode de calcul. Pourquoi? Parce que c'est en fait donc la différence entre GWP, lorsqu'on considère le Global Warming Potential, donc le pouvoir réchauffant du méthane. Si on considère le GWP, ce pouvoir réchauffant du méthane est égal à 28, comme a présenté Bernard Londeau. Mais maintenant, on parle d'une nouvelle méthode, le GWP star, qui présente un pouvoir réchauffant du méthane qui serait plutôt égal à 7 pour les ruminants. Pourquoi? Parce que ça prend en compte la durée de vie du méthane qui est beaucoup plus courte, de l'ordre de 12 ans par rapport au CO2 qui est des milliers d'années. Et donc, ça considère que si un cheptel est stable dans son nombre de bêtes, et ben après 13 ans, par exemple, les émissions de méthane des vaches après 13 ans vont en fait remplacer ces émissions de méthane des vaches qui ont eu lieu 12 ans auparavant. Et donc, je me demandais également ce que vous pensiez de cette nouvelle méthode de calcul. Enfin, si vous aviez entendu parler, si vous avez des commentaires par rapport à ça. Parce que ça change pas mal les conclusions par rapport à l'impact réchauffant du bétail, mais qui est à l'herbe, quoi.
Mais oui, c'est pas que pour les méthanes, pas que pour le bétail, c'est le méthane émis de façon générale par toutes les sources. En fait, c'est lié au processus de destruction du méthane dans l'atmosphère. Le chiffre de 28, il est basé, il tient quand même compte du fait que le méthane est détruit dans l'atmosphère, mais avec un certain taux de destruction. Et puis les nouvelles valeurs qui apparaissent, c'est lié à une évolution, à des peut-être qui est bonne ou pas. Moi, je n'ai pas les compétences pour les dire, mais à un nouveau calcul du taux de destruction de méthane dans l'atmosphère, et avec des changements qui sont liés évidemment au rayonnement, à la température, à des tas de facteurs environnementaux qui sont en évolution. Et donc, il est possible qu'il y ait une évolution de ce taux de destruction du méthane dans l'atmosphère qui fait que, en effet, le chiffre de 27,9, on refasse des calculs et on trouve des nouvelles valeurs. Et donc, ça ramène évidemment à changer le poids des sources de méthane. Maintenant, c'est vraiment de la chimie atmosphérique, ça, et donc c'est des nouvelles valeurs qui sortent. Et je ne suis pas capable de dire si les nouvelles valeurs qui sont sorties sont meilleures que les anciennes, en fait. Ok, merci beaucoup. Ouais. Moi, j'ai une question, enfin j'en ai même deux. La première, c'est concernant l'initiative 4 pour 1000, donc du carbone dans le sol. Moi, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler il y a déjà quelques années. Et je m'étais dit, mais c'est génial. Et est-ce qu'il y a une coordination à l'échelle régionale, nationale ou même européenne par rapport à cette initiative-là, avec une vraie stratégie et des objectifs? C'est une initiative qui est chapeautée par la France et qui regroupe des scientifiques et qui cherche comment dire, à réseauter et à mettre les scientifiques en contact. Maintenant, est-ce qu'il y a des financements spécifiques sur Non. l'initiative 4 pour 1000? Je ne pense Non, pas. non, il n'y en a C'est pas eu. plutôt du réseautage et une sorte de portail pour essayer de mettre en avant les recherches liées à la thématique. Et l'étude qu'on a proposée ici, elle avait été en fait, je pense, commandée par les autorités françaises. On s'était déplacé à Paris pour la présentation en 2019 par l'INRAE. Ouais. Et donc, il répondait à un cahier des charges, en fait. Et il faut aussi mentionner, je n'ai pas été très explicite, mais c'était une étude qui ne remettait pas en cause fondamentalement les systèmes de production. C'était leur cahier des charges de départ. On va garder l'agriculture française, grosso modo, telle qu'elle est. Les agriculteurs produiront la même chose. Ils resteront sur les mêmes terres. Il n'y aura pas de modification d'usage des terres. C'était l'hypothèse de départ. On peut faire des hypothèses plus drastiques que ça. Oui, la diffusion a été assez importante en France, hein. Au niveau européen, ça a été quand même moins diffusé, et les autorités françaises, bon, je suppose qu'elles les ont lues, mais je ne pense pas qu'elles les ont utilisées pour mettre en place la politique. J'en suis même quasi sûr, hein. Ils sont un peu spécialistes pour mettre de côté les choses. Et Bernard, peut-être, ouais, ajouter, hein. Je suis quand même assez impliqué dans certaines choses en France. Il faut quand même savoir que bon, la France est quand même avec une agriculture qui est quand même très très différente selon les régions. Il y a aussi un certain nombre de points où, par exemple, augmenter systématiquement ou vouloir augmenter la teneur en matière organique des sols, plus on a de matière organique, apparemment, on a aussi un peu plus de respiration au niveau du sol. Et d'autre part, il y a le fait de la problématique qu'avec la diminution quand même importante du cheptel, notamment du cheptel bovin, il y a une réduction des apports de matière organique venant de l'élevage. Et donc, à ce niveau-là,
ça pose aussi un certain nombre de problèmes parce que je dirais, il faut de toute façon l'azote pour produire et c'est évidemment assez difficile. Il y a d'autres initiatives où ils essaient de vraiment relancer fortement la production de légumineuses, mais là on se heurte à des problèmes d'amélioration des plantes pour avoir des cultures qui soient beaucoup plus productives. Pour le moment, elles sont trop peu productives et donc elles intéressent peu les agriculteurs. Je vais me permettre d'être la gardienne du temps, vu qu'on avait annoncé qu'on clôturait à 45. Si vous avez encore des questions, je vous propose de les envoyer par mail à nos 2 présentateurs. Comme ça, ils pourront vous répondre. Et Oui. avec l'équipe du Green Office, on souhaitait vous faire quelques mots sur les prochains événements qui ont lieu dans les prochains jours. Donc, par exemple, demain soir, nous allons avoir une conférence atelier sur les responsabilités des différents acteurs de nos sociétés et on va vraiment travailler par petits groupes pour réfléchir à des actions très concrètes que ces différents acteurs peuvent mener. Là, si ça vous intéresse, vous avez le QR code d'inscription à l'écran. Donc, ce sera par thématique, par exemple l'alimentation, la mobilité, et on verra l'importance de mettre en synergie à la fois les citoyens, les acteurs politiques, les entrepreneurs, voilà, les différents acteurs de la société. Je sais qu'on en a parlé hier et je pense que c'est vraiment un atelier super intéressant avec Thomas Wansart qui est très didactique. Voilà, ça se passera à HEC à Liège. Le lundi, Cécile a touché un mot en introduction, il y a le film-échange Amazonia Cœur de la Terre-Mère. Nous aurons la chance d'avoir la princesse Esmeralda de Belgique qui sera présente, ainsi que des représentants des peuples indigènes qui se battent au quotidien pour préserver leur territoire au cœur de la forêt amazonienne, et également Adélaïde Charlier. Et donc, nous invitons à cette projection qui a lieu au Cinéma Souvenir à Liège. Ensuite, on vous propose de participer à un webinaire qui aura lieu mardi prochain sur le temps de midi. Nous serons en direct de la COP29 avec Jean-Pascal Van Ypersel, qui est climatologue, et Xavier Fetways, que vous connaissez sans doute, qui est aussi climatologue ici à l'Université de Liège. Et on répondra à cette question, la COP29, à quoi sert-elle ? Ensuite, mercredi prochain, en soirée, ça se passera à l'Aquarium à Liège. Il y aura un grand événement autour qui s'appelle le Rallye du climat à Liège pour présenter les différentes recherches des membres de l'université autour des questions climatiques et également présenter le nouveau cours durabilité et transition et d'autres thématiques liées à l'enseignement de la transition. Et donc voilà, ce sera sous forme de petite table. Vous allez pouvoir discuter avec les personnes qui sont porteuses des différentes recherches et enseignements. Et alors, un dernier message, on vous propose de télécharger l'application Uni4Change, qui est une application qu'on a lancée en avril. On a déjà plus de 1000 personnes de l'Université de Liège qui sont sur l'application pour réaliser des actions concrètes et avoir accès à toute une série d'actualités en lien avec la transition, à des propositions pour augmenter sa compréhension aussi des enjeux et des solutions. Donc voilà, vous avez le QR code ici. Vous pouvez également trouver l'application sur les App Store et Google Play. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'ensemble de la communauté universitaire est invité à proposer des contenus qui seront après publiés sur l'application pour renforcer la diffusion de vos projets, de vos propositions d'action concrètes. Et donc, nous vous remercions pour votre participation aujourd'hui. J'ai noté qu'il y avait 36 personnes qui étaient connectées. Et pour les autres personnes, eh bien, il y aura l'enregistrement pour pouvoir suivre tout ce qui a été discuté aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci encore à vous tous.